On va terminer ce chapitre en retournant sur cet exemple de l'oscillateur de Landau et en essayant de le prendre comme un exercice pour essayer de voir ce qu'on peut en déduire, notamment au niveau des oscillations, et puis on fera une petite simulation numérique par la suite pour voir l'effet des non-linéarités, du fait que l'approximation harmonique c'est très bien, ça marche très bien quand vous êtes très proche de l'équilibre, mais quand vous allez vous éloigner de l'équilibre, on va finir par voir les différences, et donc il va se passer des choses plus intéressantes du fait des non-linéarités. Mais ça, on ne pourra le faire que via une simulation numérique. Alors, pour avoir cet oscillateur de Landau, j'aimerais que vous arrêtiez dans 2 minutes la vidéo pour un certain temps et vous essayiez de trouver toutes les quantités intéressantes. D'abord, que vous me redonniez l'expression de l'énergie potentielle associée à votre système. Donc, refaites le triptyque système, référentiel, inventaire, et puis ensuite, parmi les forces qui sont disponibles, débarrassez-vous des forces qui ne travaillent pas, qui n'interviendront pas dans cette énergie potentielle. Et une fois qu'on a l'énergie potentielle, il me faut trouver l'équation d'évolution de votre système en utilisant par exemple la conservation d'énergie mécanique pour avoir l'équation en fonction de x, l'équation différentielle qui est vérifiée par x, qui sera une équation non linéaire. 2, trouver l'approximation harmonique en utilisant ce qu'on a fait dans la partie précédente, c'est-à-dire que il va apparaître, tout se passe comme si on avait un unique ressort dont la constante de raideur était la dérivée seconde de l'énergie potentielle prise à la position d'équilibre. Il va falloir du coup trouver les positions d'équilibre, à s'intéresser juste aux positions d'équilibre stable. Ça, on a fait déjà une petite analyse graphique qui nous permettait de savoir où est-ce qu'elles étaient. Et une fois qu'on a ces valeurs-là, on va essayer de faire la simulation numérique avec Python pour faire une représentation graphique qui nous montre ce qui se passe au cours du temps et si effectivement, dans quel cadre plus exactement, on va pouvoir accepter l'approximation harmonique. Mettez sur pause, faites-moi les petits calculs, préparez-moi les équations et après on fera la résolution. C'est bon, on a trouvé. Donc première chose à faire, trouver l'énergie potentielle. Pour trouver l'énergie potentielle, vous avez besoin de savoir quelles sont les forces qui s'exercent. Et pour savoir les forces qui s'exercent, vous avez besoin de définir le système sur lequel s'exerce cette force. Donc le système, ça va être la masse M, la perle qui coulisse comme ça sur l'axe horizontal sans frottement. Le référentiel, comme d'habitude, on prend l'habitude de le marquer, même si systématiquement on marque la même chose, ce ne sera pas le cas l'an prochain et a fortiori lors du concours, il va falloir toujours se poser la question si le référentiel est galiléen ou pas. Donc là, on se passe dans le référentiel terrestre et on fait des expériences suffisamment courtes pour qu'on puisse le supposer galiléen. Au niveau de l'inventaire des forces, vous avez 3 forces qui s'exercent. Vous avez le poids qui est perpendiculaire au mouvement. Vous avez la réaction normale qui elle-même est aussi perpendiculaire au mouvement parce que le mouvement se fait selon l'axe et que l'axe est forcément perpendiculaire à la réaction normale par définition. Le poids, lui, il est perpendiculaire au mouvement parce qu'on a choisi l'axe horizontal. Si on mettait pas un axe horizontal, il faudrait le prendre en compte. On verra ça dans la prochaine section. Et la tension du ressort. Et cette tension du ressort, elle va avoir tendance à vous tirer quand vous êtes un petit peu trop loin, vous repousser quand vous êtes un petit peu trop proche. Mais a priori, elle va être dans l'axe de AM ici, au niveau vectoriel. Les 2 premières ne travaillent pas, parce qu'elles sont perpendiculaires au mouvement, et donc à la vitesse. Et la 3e, par contre, est reliée à une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, elle s'écrit 1/2 de K fois l'allongement, et l'allongement, c'est L moins L0 au carré. Et donc, elle va s'écrire 1/2 de K racine de D carré plus X carré moins L0, le tout au carré. Alors jusqu'à présent, c'est ce qu'on a déjà fait. Maintenant, on va changer un tout petit peu. J'aimerais trouver l'équation différentielle générale pour pouvoir faire ma simulation et aussi l'équation différentielle qui correspond à l'approximation harmonique. On va peut-être déjà commencer par trouver l'équation différentielle de l'approximation harmonique. Pour
trouver cette équation différentielle, j'ai besoin de la dérivée seconde et de des positions d'équilibre correspondantes. Pour trouver les positions d'équilibre, il faut que je trouve les endroits où s'annule la dérivée spatiale de l'énergie potentielle. Mon énergie potentielle, donc je cherche où la dérivée spatiale de l'énergie potentielle est égale à 0, et cette dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, alors attention, c'est des dérivées de fonctions composées, donc on va le faire calmement. Alors je vais déjà faire la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à un grand X multiplié par la dérivée de grand X par rapport à petit x, où je pose pour grand X le truc qui m'embête, c'est-à-dire cette grosse racine. C'est racine de d carré plus x carré moins L0 que je soustrais. Quand je fais la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à ce grand X, vous voyez que ça s'écrit 1 demi de K grand X carré. Donc la dérivée en question, elle s'écrit K fois grand X. Ok. Et je multiplie ça par la dérivée de grand X par rapport à petit x. La dérivée d'une somme ou d'une différence, c'est la différence des dérivées. La dérivée de L0, comme c'est une constante, ça fait 0, tout va bien. J'ai la dérivée de la racine. Alors la dérivée de la racine, c'est 1 divisé par 2 fois la racine en question. Mais la racine, pareil, c'est une fonction composée. Il faut encore que je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à petit x. Et donc je me retrouve avec du 2x. Quand je l'écris complètement, vous voyez que les deux, gentiment, ils vont se simplifier. Je me retrouve avec du k en facteur de racine de d carré plus x carré moins L0 multiplié par le petit x qui est là et le tout divisé par racine de d carré plus x carré. Ce gros machin là, il s'annule pour obtenir les positions d'équilibre quand x est égal à 0. Puis on a montré graphiquement que ça correspondait à une position d'équilibre instable. Et quand la parenthèse s'annule, c'est-à-dire quand L0 carré est égal à d carré plus x carré, donc les différentes positions d'équilibre possibles sont x égale 0, qui sera une position instable, et x égale plus ou moins racine de L0 carré moins d carré. Là, vous voyez bien que dans ce cas-là, j'ai x carré plus d carré qui est égal à L0 carré. Quand on passe au carré, et puis les signes devant, c'est parce que j'ai une solution à droite, une solution à gauche, visuellement, et puis parce que quand vous mettez au carré, le signe disparaît. Donc je me retrouve avec les différentes positions d'équilibre. Bon, alors maintenant que j'ai ça, il va falloir calculer la dérivée seconde. Pour calculer la dérivée seconde, il va falloir se retrousser les manches un petit peu et essayer de voir à quoi ça correspond. Bon. Alors, ça s'écrit comment, ce machin-là? Alors, on peut peut-être, pour faciliter les calculs de dérivée, se dire que il y a un certain nombre de choses, développer un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que là, il y a un truc qui se simplifie et ça va nous permettre d'avoir une expression qui sera légèrement plus simple. Alors, quand je développe, j'ai du k fois x fois racine sur la racine, donc qui fait 1, moins k fois L0 fois x sur racine de d carré plus x carré. Déjà, ça, c'est un tout petit peu plus sympathique au niveau de la dérivation. Donc, quand je calcule la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x, je me retrouve avec k. Tiens, c'est relativement logique d'avoir une dérivée seconde d'énergie potentielle qui est homogène à une constante de Raeder. C'est la remarque qu'on avait déjà faite. Et
j'ai k et j'ai la dérivée donc de ça. Je vais d'abord faire la dérivée par rapport à x, donc moins k L0 sur racine de d carré plus x carré, plus la dérivée de 1 sur la racine fois le k. Alors, le moins il est toujours là, mais la dérivée de la racine, il sort un moins 1,5, puisque ça, finalement, remarque, vous avez que 1 sur racine de d carré plus x carré, c'est rien d'autre que d carré plus x carré à la puissance moins 1,5. Donc, si je fais la dérivée de ce truc-là, je me retrouve avec du moins 1,5 multiplié par d carré plus x carré à la puissance moins 1, donc ça fait moins 3,5, multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire multiplié par 2x. Donc là, de nouveau, les deux partent. Donc moins par moins, ici, ça fait plus. Donc je vais avoir du plus k L0 x fois le x qui était ici aussi, donc ça me fait du x carré, sur d carré plus x carré à la puissance 3,5. Alors vérifions voir si c'est homogène, parce que je sens que j'ai fait une petite erreur et donc il va falloir essayer de détecter. Vous pouvez mettre sur pause, regarder et essayer de me dire si oui ou non j'ai fait une erreur. Voyons voir. Donc le premier, c'est homogène à une constante de raideur. Le deuxième, c'est une constante de raideur fois quelque chose. Le quelque chose en question doit être sans dimension pour que le tout reste homogène à une constante de raideur. J'ai bien une distance divisée par la racine d'une distance au carré, c'est-à-dire une distance. Tout va bien. Le troisième, constante de raideur. Donc le reste doit être sans dimension. J'ai distance fois distance au carré, ça me fait une distance au cube. Et là, si, ça marche, j'ai du d carré plus x carré dont je prends la racine, c'est-à-dire une distance, et le tout au cube. Donc dimensionnellement, ça a l'air d'être correct. Donc a priori, j'ai pas dû me tromper plus que ça pour le faire. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de la dérivée seconde dans les différentes positions d'équilibre. Donc valeur en 0 et valeur pour les deux valeurs de x correspondantes. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver les informations intéressantes? Eh bien, on va déjà regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, valeur en x égale 0. Donc, la dérivée seconde. On avait vu graphiquement que cette dérivée seconde, que la position d'équilibre était une position d'équilibre instable. Donc, forcément, la dérivée seconde est censée être négative. Vérifions. Donc, je me retrouve avec k, ok, moins k L0 sur racine de d carré plus 0, donc d, plus 0. Donc j'ai du k facteur de 1 moins L0 sur d. Or, on est dans le cas où d est plus petit que L0, et donc ça c'est supérieur à 1, et ce machin-là est bien négatif. Et on remarque en revanche que si d est supérieur à L0, c'est-à-dire c'est le cas où on avait juste une position d'équilibre, il est bien positif. La position d'équilibre en 0, elle existe toujours et elle est stable. Parce que en fait, celle-ci, telle que ce truc-là s'annule, ce sera pas possible parce que comme d est plus grand que L0 carré, on ne pourra jamais avoir une racine qui va me permettre, qui diminue pour pour permettre d'annuler cette partie-là. Donc, la valeur en x égale 0. On retrouve que si on est dans le cas où le ressort est toujours étiré, c'est une position stable. Et dans le cas qui m'intéresse ici, c'est bien une position instable. Si je regarde la valeur en x égale plus ou moins racine de L0 carré moins d carré. Je vais pas m'amuser à remplacer comme une brute la valeur de x là-dedans. Je vais essayer de faire ça de manière un tout petit peu réfléchi. Déjà, vous voyez que le signe, on n'en a rien à faire parce qu'il y a du x carré partout. Donc, on peut juste raisonner sur la partie positive, ça donnera la même valeur. Ensuite, il y a un truc quand même particulier, c'est que le racine de d carré plus x carré, c'est tel que ça soit égal à 0, donc c'est forcément L0. Donc, on a que notre dérivée seconde de l'énergie potentielle dans ce x sec là,
ça va être K moins K L0 sur L0. Ah, tiens, ça va être sympa parce que les L0 simplifient et les K aussi. Plus K fois L0 fois la racine au carré, donc L0 carré moins D carré, divisé par L0 au cube, puisque racine de D carré plus X carré, ça fait L0. Donc il me reste plus, pour ma dérivée seconde, en X sec, un truc qui s'écrit K facteur de 1, parce que L0, il y en a un qui simplifie, là je vais pouvoir le simplifier, moins D carré sur L0 carré. Et on voit que cette expression est bien positive, parce que petit d, il est plus petit que L0, et donc les deux positions d'équilibre en plus ou moins la racine sont des positions d'équilibre stable, comme on s'y était attendu d'un point de vue graphique. Et là maintenant, je suis capable d'affirmer que la pulsation des petites oscillations, donc on a un oscillateur, donc pour l'approximation harmonique, vous avez un oscillateur de oméga 0 qui vaut racine de la dérivée seconde dans le x sec qui vous intéresse quand elle est positive sur m. Alors, la racine elle descend jusque là. Et vous voyez que ça s'écrit racine de k sur m fois 1 moins d carré sur L0 carré à la puissance 1,5. Donc c'est aussi une racine. C'est une expression, on trouve une pulsation qui est plus faible que la pulsation si on avait juste le ressort à l'horizontale. D'ailleurs, on retrouve, et c'est normal, la pulsation du ressort à l'horizontale parce que c'est le cas où petit d est égal à 0. C'est le cas de l'oscillateur de Landau quand vous avez le ressort qui est bien gentiment à l'horizontale avec le point de fixation sur le même axe que l'axe de déplacement. Donc on retrouve cette expression-là. On a une pulsation qui est plus faible que le cas du ressort. Ça veut dire que la période va avoir tendance à être plus longue puisque la pulsation, je vous rappelle que ça s'écrit toujours 2π divisé par la période. Et donc on peut prédire la valeur des pulsations quand on est dans le cas des faibles oscillations. Et sur la simulation numérique, on peut effectivement mesurer la période. Donc on va choisir une valeur de racine de k sur m, enfin de ces valeurs-là, pour essayer de voir à quoi ça correspond, et notamment au niveau de la période, et vérifier si, oui ou non, on a la bonne valeur pour la période correspondante. Donc ça, c'est pour l'approximation harmonique. Maintenant, si je veux avoir l'équation différentielle d'évolution, pour pouvoir faire mes résolutions sans approximation, vous voyez que là, j'ai eu un peu de travail à faire, mais ce travail a été récompensé par le fait que je connais entièrement la solution, ou plutôt je connais entièrement la solution au problème approché par l'approximation harmonique. Et maintenant, si je veux la vraie solution, je suis obligé de faire une résolution numérique parce que on n'a pas forcément de manière mathématique de résoudre ce truc-là. Il faut la vraie équation différentielle. Donc pour avoir l'équation différentielle, on va utiliser le fait qu'on a un système conservatif. Et si le système est conservatif, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. On va mettre ça. Donc EM, l'énergie mécanique qui a priori dépend du temps, en fait, c'est une constante. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, quand on dérive une énergie mécanique, c'est par rapport au temps. Je vais vous le dire, je vais vous le répéter. Mettez-vous un gros truc dans votre marge pour dire attention, énergie mécanique, on dérive par rapport au temps. Énergie potentielle, par contre, on dérive par rapport à l'espace. C'est pas la même chose, vous voyez, ça ressemble beaucoup, c'est le même E, c'est le même D, mais là j'ai un M pour mécanique et un T pour temps, un P pour potentiel et un X pour l'espace.
c'est pas la même chose, même si vous allez voir qu'on va pouvoir s'y ramener. Donc, la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle. Or, l'énergie mécanique, elle s'écrit 1/2 de mx point carré plus l'énergie potentielle, qui elle dépend de x, qui lui-même dépend du temps. Donc, vous avez cette écriture, et puis le x point il dépend du temps aussi. Donc quand je calcule la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, ça va être des dérivées de fonctions composées. Je somme la dérivée par rapport au temps de ça et la dérivée par rapport au temps de ça. Et je commence par dire, je prends la dérivée par rapport à x point de 1/2 de mx point carré et je multiplie par la dérivée de x point par rapport au temps. Ça, c'est pour m'affranchir du premier truc et pouvoir raisonner sur une variable dont je sais faire la dérivation. Et le deuxième, ça va être la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x multiplié par la dérivée de x par rapport au temps. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un lien, c'est-à-dire que là, on se ramène à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, dérivée qu'on a déjà calculée. Ce qui est quand même vachement plus sympathique parce que on a déjà une expression de cette dérivée et on va pouvoir l'utiliser. Alors la dérivée ici, ça me sort du 2x point, le 2 se simplifie, donc il me reste du mx point fois la dérivée de x point par rapport au temps, c'est-à-dire x point point, plus la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, qui est ici, donc c'est du kx, alors kx peut se mettre en facteur de 1 moins L0 sur racine de d carré plus x carré, voilà, multiplié par dx sur dt, c'est-à-dire x point. Et ça, c'est censé être égal à 0 parce qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, comme je cherche un mouvement, je vais pouvoir simplifier par x point, c'est-à-dire je cherche des endroits où mon équation différentielle est valable sans que la vitesse ne soit nulle, étant donné que ça bouge à un moment ou à un autre. Il y a bien des moments où la vitesse s'annule, hein, mais par recollement de la solution mathématique, on peut prouver qu'en fait c'est comme si on avait fait la résolution sur l'ensemble de l'intervalle sans se poser la question des positions où ça s'annule. Et je me retrouve avec une équation différentielle en x point point plus k sur m x facteur de 1 moins L0 sur racine de d carré plus x carré égale 0. Voici l'équation différentielle que je dois résoudre. Alors dans la petite simulation que vous allez voir, on va s'intéresser à ce qui se passe aux alentours de la position d'équilibre. On peut tout de suite se faire un petit dessin quand même de mon énergie potentielle en fonction de x. Vous vous souvenez, alors je vais juste regarder la partie droite, parce que ce sera pareil pour la partie gauche. J'avais une certaine valeur en 0, alors la certaine valeur, on peut la recalculer puisque c'est la valeur de l'énergie potentielle quand x égale 0, donc c'est 1/2 de k d moins L0 qui du coup sera négatif, mais que je le prends au carré, donc ça me donne bien un truc positif. Ici, j'arrive en x qui vaut racine de L0 carré moins d carré, où là l'énergie potentielle est nulle, puisque c'est tel que ce terme-là soit justement égal à L0, hein, ce qu'on retrouve ici. Donc, j'ai une expression, et quand je fais le tracé, ça me donne un truc comme ça, et ça remonte après. Et si on met la meilleure parabole qu'on est capable de mettre ici dans la petite cuvette, on se rend compte en la dessinant que cette parabole, elle a une tête comme ça, elle dépasse au-dessus de ce côté-là, et par la suite, alors normalement elle dépasse en dessous,
Hop, on va tricher un tout petit peu. Et vous pouvez voir sur les graphiques que je vous ai mis dans la feuille que j'ai dû vous distribuer que ça a cette tête-là, parce que je l'ai tracé directement avec un logiciel qui me permettait d'avoir les valeurs exactes. Et vous voyez que dans le fond, on colle bien à la parabole, mais on s'en écarte assez fortement ici et là, à chaque fois. Donc plus je vais m'éloigner en prenant des positions de départ qui s'éloignent de la position d'équilibre ici, plus je vais avoir un système qui va avoir tendance à s'éloigner du comportement qui est le comportement par défaut. Donc je laisse la simulation pour décrire correctement ce qui va se passer à cet endroit-là. Commençons par décrire le petit programme qui va nous permettre de regarder la non-harmonicité de l'oscillateur de Landau. On commence par mettre en place toutes les importations, puis on définit toutes les quantités utiles, la masse, la constante de raideur, la longueur à vide, la distance d, et puis on en profite pour calculer la période propre de votre oscillateur T0 qui s'écrit 2π sur oméga 0 avec la formule de oméga 0 qu'on avait démontrée. On détermine l'ensemble des conditions initiales qu'on veut utiliser pour réussir à visualiser cette chose et on va définir l'équation différentielle, enfin la fonction qui va nous permettre de préciser cette équation différentielle. Et pour définir cette équation différentielle, on définit l'accélération x point point avec le moins k sur m multiplié par x multiplié par la grosse parenthèse et on va renvoyer en utilisant ODEINT par la suite les valeurs d'à la fois la dérivée de la position, donc le Vx qui était déjà présent, et la dérivée de ce Vx par rapport au temps, donc la dérivée de x point, qui va être cette accélération. On détermine aussi une petite fonction pour déterminer la période, et cette petite fonction présuppose, en faisant une petite boucle pour voir le premier changement de signe, elle présuppose qu'on ait une première valeur nulle, ce qu'on a bien pris, étant donné qu'on a pris des valeurs de vitesse initiale qui sont nulles. Après, on va s'amuser à changer le nombre de conditions initiales pour avoir plusieurs petits graphiques. Et vous avez la représentation graphique avec le calcul de la solution sous forme de l'intégration en donnant justement la définition de l'équation différentielle, puis en donnant les valeurs initiales pour chacune des intégrations voulues et on récupère les résultats de x et de v correspondants. On détermine la période et ça va nous permettre de faire une représentation graphique dans laquelle on précise pour chaque valeur initiale de x0 la valeur de la période correspondante. Il ne reste plus qu'à faire un petit peu de cosmétique pour mettre un titre, des labels sur les abscisses et sur les ordonnées, et on sauvegarde tout ça pour voir ce que ça donne. Pour une première simulation, vous voyez que on obtient avec une amplitude qui est très faible. Alors là, on a l'impression que c'est grand, mais en fait, si vous regardez l'échelle verticale, c'est relativement faible. Vous remarquez que pour deux amplitudes différentes, les oscillations se font quasiment dans le même temps. Et c'est tout à fait ce qu'on attend avec des oscillations approximativement harmoniques quand les amplitudes sont faibles. Si on augmente un petit peu l'amplitude, on se rend compte que les trois premières simulations se rencontrent toujours en x égale 4, qui correspond à la position d'équilibre, alors que la dernière simulation, la rouge a tendance à prendre un tout petit peu de retard. Ça se voit encore plus si on augmente fortement la valeur initiale. Là, vous avez en brun une simulation qui s'éloigne énormément de l'approximation harmonique, avec une période qui augmente à valoir 9 unités de temps au lieu des 8 pour l'approximation harmonique, et on se rend compte que on reste tout de même du même côté des oscillations, puisqu'on ne passe jamais la barre du x égale 0. En revanche, si on continue avec une amplitude encore plus importante, vous voyez que la courbe rose, qui a une période de 14 voire même 15 unités de temps, elle passe de gauche à droite. Dans l'oscillateur de Landau, elle a en fait dépassé la barrière de potentiel qui lui permet de passer. Ensuite, si on rajoute encore un truc plus élevé, on se rend compte maintenant que la période rediminue. On est descendu de nouveau à 12 unités de temps arbitraire, puisque vous avez que la vitesse lors du passage de la barrière est plus importante, et donc on arrive à un résultat qui oscille plus rapidement. Enfin, tout ça pour vous montrer, et on le voit très bien sur cette dernière image,
que les oscillations sont effectivement harmoniques, ce qui se reconnaît par des intersections, des passages par la position d'équilibre sont toujours au même endroit. Pour les amplitudes qui sont relativement faibles, environ une unité de distance de chaque côté de la position d'équilibre. En revanche, si vous poussez plus loin votre système, la non-harmonicité se voit à la fois dans la période et dans la déformation de votre graphique, de vos oscillations, qui ne sont plus du tout sinusoïdales. On voit très bien pour les courbes grises et roses que vous avez une oscillation qui se fait beaucoup plus du côté en dessous de de la position d'équilibre à 4 unités de distance plutôt que l'autre, parce que tout simplement elle va être centrée, celle-ci, sur 0 plutôt que sur la position d'équilibre stable autour de laquelle on était parti.